Je dois en tuer encore combien pour passer cette phase absurde? J'en sais rien. Je n'ai plus aucune stratégie. On ne peut pas tous mourir. Ici, Tolith. L'équipe doit passer le portail. C'est impossible. Si on part, le village sera en danger. On ne peut pas abandonner, capitaine. Regardez! Il y avait plusieurs personnes en magnifique armure blanche debout devant eux. L'homme a dit que c'étaient les troupes du premier groupe de planification qui étaient arrivées. L'homme aux cheveux noirs portait une capuche et il a dit à tout le monde de le suivre. Il avait l'air sérieux et fort. L'escouade a immédiatement rejoint la bataille et le système a informé le personnage principal que 30 secondes s'étaient écoulées depuis le début de la bataille. La première phase était terminée, puis 1 minute et 45 secondes se sont écoulées après le début de la bataille et la deuxième phase a également été terminée. Le système lui a indiqué que 4 minutes et 18 secondes s'étaient écoulées depuis le début de la bataille et la troisième phase était aussi terminée. C'est la phase où la forme du boss change. Le gars aux cheveux noirs a regardé le monstre sérieusement, puis il a froncé les sourcils et a dit qu'il acceptait sa punition. Une boule d'énergie bleue a commencé à apparaître dans la bouche du monstre et il y avait un étrange sceau magique autour de lui. Un écran est apparu devant l'homme, indiquant que Kang connectait un berserker. Le monstre a crié très fort et le personnage principal s'est dirigé vers lui. Le sol se dérobait sous ses pieds. Il a brandi son épée et un étrange motif lumineux est apparu sur la lame. Il a crié à tout le monde de reculer. Le tank devait rejoindre la bataille. Le système lui a notifié que l'utilisateur avait appliqué une compétence. Un puissant flux d'énergie destructrice est sorti de la bouche du monstre. C'était comme si Copus faisait rouler un rocher jusqu'au sommet de la montagne. Un homme costaud, en énorme armure, a levé un grand bouclier devant lui pour protéger ses compagnons de l'attaque du monstre. Le système a notifié au personnage principal que des victimes avaient été trouvées dans l'armée alliée pendant que l'homme protégeait ses camarades du flux d'énergie du monstre. Le personnage principal a sauté et s'est retrouvé au-dessus du monstre. Le système l'a informé que l'amélioration de l'épée de l'utilisateur s'était produite. Il a brandi son épée en criant et avec toute sa force, il l'a plantée dans la tête du monstre. Il a crié que c'était la colère du sauveur. Il a pensé à la façon dont il combattait constamment les monstres du jeu qu'il avait créés de ses propres mains il y a quelque temps. L'horloge indiquait qu'il était Ninashten du matin. Le personnage principal tenait un papier dans ses mains. Il a dit à tout le monde qu'ils allaient ajuster les caractéristiques des boss avant le lancement. L'homme à lunettes a réfléchi un instant, puis lui a demandé s'il devait le faire. L'homme en chemise à manches courtes se frottait le menton pensivement et lui a dit qu'il s'inquiétait des statistiques des boss, car sans achats en jeu, il était impossible de les vaincre. Le personnage principal était un boss et son nom était So. L'homme lui a demandé s'il pensait que les utilisateurs commenceraient immédiatement à se déconnecter du jeu s'ils découvraient cela. Cet homme était aussi un boss et son nom était Wu. Wu a soupiré et lui a demandé depuis combien d'années le nouveau jeu de fantasy était en développement. Wu s'est gratté la tête maladroitement, a souri, puis lui a dit qu'il avait environ 5 ans. Le personnage principal lui a dit qu'ils allaient bientôt sortir le jeu. Il lui a demandé s'il allait couvrir toutes les dépenses d'ici là. Wu a froncé les sourcils de frustration et est resté silencieux. Ko pointa sa main vers le grand écran derrière lui. Il dit à tout le monde que l'équipe voisine vivait bien car leur projet était un succès depuis 2 ans. Il leur demanda s'ils ne l'avaient pas remarqué. Ensuite, Ko tapa brusquement sur l'écran et leur dit qu'ils devaient se concentrer sur ceux qui étaient vraiment importants. Les utilisateurs dépensent de l'argent lorsqu'il manque de quelque chose. Ko leur demanda s'ils n'étaient pas venus dans l'entreprise pour s'accomplir.
Il leur dit qu'il était temps de se concentrer et de devenir sérieux. Tout le monde l'écouta en silence, puis l'homme à lunettes se frotta l'arête du nez avec ses doigts et suggéra de mettre fin à la réunion. Il demanda au chef de l'équipe de planification de rester un moment. Quelque temps plus tard, le personnage principal, nommé Essio Sahayak, était assis en face de l'homme à lunettes. L'homme prononça son nom et le traita de fou. Il fronça les sourcils et lui demanda comment le futur directeur pouvait dire de telles choses. Sahaak se mit en colère et fronça les sourcils, puis lui demanda bruyamment ce qu'il pouvait faire d'autre si ces idiots ne comprenaient rien. Devait-il tout leur expliquer encore et encore? L'homme lui répondit que c'était le problème, car le cerveau de tout le monde ne fonctionnait pas selon le même algorithme que le sien. Sahaak se frotta les mains, puis lui demanda s'il se souvenait du nombre de fois où leur projet avait presque échoué à cause du long cycle de développement. Il lui dit à contre-cœur que l'équipe voisine avait commencé à travailler sur le jeu bien après eux et leur payait maintenant leur salaire. Il lui demanda s'ils n'avaient pas remarqué comment l'expression de leur patron changeait d'année en année quand il le regardait. L'homme ouvrit grand les yeux de surprise et le protagoniste se leva brusquement et frappa la table de ses mains. Il demanda à l'homme s'il pensait qu'il était le seul à vouloir réussir. Il dit au directeur qu'il verrait comment il donnerait vie à ce projet. L'homme regarda calmement la feuille de papier et dit à Sahaak qu'il devait faire semblant de jouer à ce jeu, que cela n'avait pas à être ainsi. Sahaak lui répondit que même le Pinko est un jeu. Le Pinko est un jeu de hasard populaire au Japon. Plus tard, Sahaak était à son ordinateur, travaillant. Il était évident qu'il était fatigué, car il avait des cernes sous les yeux et de la barbe sur le menton. Il tapait rapidement sur le clavier. Soudain, une collègue de travail l'appela maladroitement. Elle sourit et s'excusa d'intervenir dans ses affaires. Elle lui dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait promis de venir chercher sa fille aujourd'hui. Sahaak cria soudainement et ouvrit grand les yeux. Il lui dit qu'elle avait raison. Cette fille s'appelait Rue. Le personnage principal regarda l'écran de son téléphone parce qu'il avait reçu plusieurs messages de la maternelle Sunny Ray. L'expéditeur du message le saluait et disait que la maternelle le contactait parce que Haru refusait de rentrer à la maison encore une fois. Une minute plus tard, ils lui envoyèrent un message pour lui dire que son oncle était venu chercher sa fille, mais qu'elle pleurait toujours. L'expéditeur lui demanda s'il pouvait venir la récupérer maintenant. Sahaak fut horrifié et pensa au fait qu'il venait juste de voir CS message, ce qui signifiait que Ju Hayek l'avait déjà emmené. Il se leva raide et l'appela, puis le remercia d'avoir pris Haru. Haru lui dit que cela ne lui avait causé aucun problème. Il pensait juste que Sahaak était occupé, alors il avait décidé de venir la chercher. Il ajouta qu'il ne pourrait pas croire à quel point elle était hystérique et pleurait sans arrêt, mais que Haru dormait maintenant, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Sahaak poussa un soupir de soulagement et lui dit que c'était bien. Après cela, il termina l'appel et s'assit sur une chaise, l'air abattu. Il regarda droit devant lui, sans expression, et pensa à quel point tout s'était passé comme il l'avait imaginé. Il regarda une photo de lui en costume, en train de serrer une fille en robe blanche. Sahaak pensa qu'il ne pouvait pas faire tout cela tout seul. Rue lui dit qu'il était presque 22 heures, alors il devait terminer son travail. Elle pensa qu'après, elle pourrait rentrer chez elle en toute sécurité. Sahaak frappa son poing sur la table et lui dit qu'il ne pouvait pas, car il devait faire des ajustements avant demain. Il commença à feuilleter un dossier de documents et lui dit qu'il voulait aussi vraiment rentrer chez lui, mais qu'il ne pouvait pas se permettre d'être aussi négligent, car leur nouveau jeu de fantaisie allait bientôt être lancé. Rue ouvrit grand les yeux et lui dit que c'était son 3e mois d'heures supplémentaires. Elle lui demanda s'il pouvait au moins passer un peu de temps avec sa fille aujourd'hui. Sahaak lui répondit qu'il voulait élever sa fille pour qu'elle ne manque de rien. Il se rendit à la cuisine pour se faire un café en poudre et repensa à sa récente conversation avec le directeur qui lui avait dit que le jeu ne devait pas être comme ça. Sahaak fronça les sourcils et se demanda s'il pensait vraiment qu'il ne le savait pas déjà. Ensuite, il se mit en colère et jeta le paquet de café à la poubelle, puis réfléchit à comment commencer le processus de création qui ne devait pas s'arrêter.
Il se demanda s'il n'aurait pas pris la responsabilité de leur échec. La philosophie du jeu est ce que les gens vous disent quand vous allez à l'école ou que vous vous disputez avec vos amis. Il se demanda si cela lui rapporterait de l'argent. Pourquoi tout le monde le romantisait-il autant? Il pensa que c'était absurde. Saak s'appuya contre le mur, prit une gorgée de café, puis réfléchit au fait qu'il ne se comprendrait jamais. Il se demanda s'il ne le faisait pas, qui le ferait? Il pensa que tout le monde le remercierait encore pour cela. Saak se frotta les yeux parce qu'il était fatigué et avait du mal à les garder ouverts. Soudain, il sentit une sensation étrange dans son corps et se demanda ce que c'était. Tout à coup, il se mit à courir en pensant que son corps ne lui obéissait plus. Le verre de café tomba au sol, renversant le liquide. Il se sentit étourdi, sa vision se brouilla, puis il s'endormit. Après un court moment, il se réveilla. Saak fronça les sourcils et pensa à quel point c'était bruyant. Il se leva et se frotta les yeux. Ses vêtements étaient différents et il avait une épée à la taille. Saak se demanda s'il s'était endormi au travail et dit qu'il était temps d'arrêter de boire de la caféine. Soudain, il ouvrit grand les yeux en voyant qu'il était dans un endroit complètement différent. Diverses personnes se tenaient à côté de lui, portant des épées et vêtues de vêtements d'époque. Devant lui, il y avait une petite porte et des murs tout autour. Il se demanda où il était. Saak baissa les yeux, paniqué, en voyant ses vêtements, et s'interrompit en voyant un écran bleu apparaître dans l'air. Dessus était écrit « Salutations à toutes les personnes sur le site de test. Nous espérons que vos talents seront reconnus et que vous acquérez de nouvelles forces. » Saak regarda autour de lui avec peur lorsqu'un cercle bleu apparut soudainement dans le ciel, semblable à un sceau magique. Un énorme monstre en surgit et sauta directement sur le terrain d'entraînement. Tous les combattants crièrent, certains étant projetés sur les côtés à cause du poids du monstre. Deux hommes se tinrent la tête entre les mains et l'homme en combinaison noire demanda au capitaine pourquoi Toy-Sik était si difficile à battre. Il lui dit que le monstre ne se fatiguait jamais et que s'il ne battait pas Toy-Sik cette fois, il ne pourrait pas obtenir une classe A. Un homme aux cheveux cendrés cria que ce n'était pas possible, car c'était sa 3e tentative. Il demanda au maître ce qu'il devait faire. Le capitaine, un homme blond, leur sourit et leur dit de ne pas abandonner, qu'il trouverait un moyen de vaincre le monstre. À ce moment-là, Saak courait directement vers Toak, et les hommes crièrent en le montrant du doigt. Un homme en combinaison dit à ses partenaires que Saak attaquait seul. Le capitaine fut surpris et le traita de fou. L'homme demanda si Saak ne savait pas que, même en travaillant ensemble, il ne pouvait pas vaincre Toy-Sik. Saak sourit en pensant que capturer ce monstre serait facile, car il l'avait lui-même créé et connaissait donc les tactiques pour combattre contre le Toy-Sik. L'examen de transition est la toute première étape de l'apprentissage dans le nouveau jeu Fantasy qui met en avant l'importance du jeu de rôle. Si le tank attire l'attention du boss, le dealer peut détruire un cristal simple situé sur le dos du monstre. Toak regardait les hommes en criant fort, tandis que Saak courait vers le boss depuis le côté, pensant qu'avec l'attention du monstre tournée vers d'autres personnes, il avait une chance de l'attaquer. Mais soudain, son plan fut ruiné lorsqu'un bouclier de fer vola dans sa direction. Saak recula d'un bond, très surpris, et cria « Qu'est-ce que c'est? Quel imbécile a mis un bouclier ici ?» Le garçon aux cheveux blonds, en colère, le regarda et lui demanda pourquoi il fonçait tout droit. Ne savait-il pas qu'ils étaient censés planifier une stratégie ensemble pour l'examen de changement de classe? Saak le saisit par les épaules, voulant le pousser de côté, et lui dit qu'il n'avait pas besoin de s'interposer. Le capitaine écarta les bras pour l'empêcher de passer et lui dit fermement qu'il devait cesser d'être têtu et qu'il devait d'abord s'occuper des blessés. Saak s'énerva, cria qu'il perdait son temps et lui ordonna de le laisser passer. Soudain, le boss les aperçut et se dirigea vers eux. Alors Saak donna un coup de pied au blond qui tomba au sol, lui demandant ce qu'il faisait. Le personnage principal courut sur le côté et lui dit de tenir le bouclier et de distraire Toak.
Le capitaine dressa un bouclier devant lui qui se mit à briller d'une énergie jaune, tandis que le boss essayait de le briser avec son énergie violette. Il lui cria que Toak ne réagissait en rien aux attaques physiques. À ce moment-là, le personnage principal escaladait le dos du boss en s'agrippant à sa jambe, un sourire en coin. Il pensait que le boss ne réagissait vraiment pas. Il savait que le capitaine utilisait la mauvaise tactique. Zack balança son épée et la frappa violemment sur le dos de Toy. Plusieurs cristaux sur le dos du monstre éclatèrent et se brisèrent. Le monstre hurla de douleur et sa jauge de vie diminua. Le capitaine bouche bée dit que la santé du monstre avait diminué. Zack continua à briser les cristaux de Toak jusqu'à ce qu'un écran apparaisse dans l'air indiquant que le boss était inconscient. Le monstre s'effondra au sol et le capitaine, choqué, ouvrit grand les yeux en réalisant que le personnage principal l'avait même étourdi. Ainsi, pour vaincre Toak, il fallait détruire les cristaux sur le dos d'Idido. Zack, essoufflé et fatigué du combat, se trouvait devant un cristal particulièrement grand, celui-ci brillant plus fort que tous les autres. Il dit que ce serait son dernier coup. Il était temps pour lui de rentrer chez lui. Après cela, il brandit son épée et frappa le grand cristal. Mais à sa grande surprise, il ne le brisa pas.